Donc, je m'appelle Philippe Léger, je suis enseignant-chercheur en économie à l'Université de Picardie et par ailleurs membre du collectif des économistes atterrés. Alors, le gouvernement a confirmé dimanche le retour en 2020 des heures supplémentaires désocialisées. Alors, c'est bien désocialisé et pas défiscalisé. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que contrairement à ce qui avait été fait sous Sarkozy, il s'agit uniquement de supprimer les cotisations sociales sur ces heures et non de les défiscaliser. Et qu'est-ce que ça va impliquer? C'est bien ou c'est pas bien? Alors je pense que c'est une mesure catastrophique à trois égards. Bon, c'est une mesure qui devrait coûter de l'ordre de 3 milliards d'euros, qui va pénaliser l'emploi. C'est une mesure qui est inefficace. Il y a deux cas de figure en fait. Soit ça revient à subventionner les heures supplémentaires des salariés qui sont en capacité de faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire qui sont déjà en emploi, déjà à temps plein, et dont l'employeur, il faut le rappeler, leur permet de faire des heures supplémentaires. On va ainsi obtenir une légère hausse du pouvoir d'achat de façon temporaire pour ces salariés, mais on subventionne en même temps des destructions d'emplois, puisque la préférence pour l'employeur sera donc de recourir à des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher dans de nombreux cas. Mais ça, il y a nécessairement il y a nécessairement un lien, pardon, entre l'augmentation du temps de travail, de facto, En et tout cas, la part d'emploi. on va inciter les salariés à faire davantage d'heures supplémentaires. Et dans certains cas, lorsque ce sera possible, eh bien, cela peut freiner effectivement les embauches. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un autre cas de figure possible, c'est si le financement de cette mesure est équilibré par un nouveau prélèvement, puisque le gouvernement, lui, s'est engagé à respecter une certaine trajectoire budgétaire. Il y a une loi de programmation des finances publiques. Dans ce cas-là, cela veut dire que cette subvention sera payée par l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, qui donc ne bénéficient pas de la mesure. Je pense en particulier à de nombreuses femmes qui travaillent à temps partiel et qui souhaiteraient travailler davantage, mais qui ne le peuvent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un seul petit bénéfice, c'est que ça va améliorer la vie des salariés qui vont pouvoir en bénéficier? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que même ça, c'est exclu? Alors, on peut dire ça dans une certaine mesure, et je dirais c'est le deuxième aspect de cette mesure, c'est qu'elle est démagogique. Si on en fait l'historique, c'était une mesure qui figurait dans la loi TEPA, dans le fameux paquet fiscal de Sarkozy à l'été 2007. C'est les premières grandes réformes, avec d'ailleurs à l'époque certains discours qui peuvent ressembler à ceux d'Emmanuel Macron. Je pense notamment au discours qui était tenu à l'époque par Madame Lagarde, qui était ministre de l'économie. Et ça a été une catastrophe, puisque cette mesure a été prise alors que la crise éclatait outre-Atlantique, et donc quand la crise a produit ses effets en Europe 1 à 2 ans plus tard, eh bien, on se retrouvait à subventionner des destructions d'emplois, alors même que toutes les économies européennes entraient en crise. Et donc, cette mesure a été supprimée par François Hollande en 2012. Mais dans l'ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça », François Hollande, dans ses entretiens, ses confidences, exprime un regret d'avoir supprimé cette mesure. Et c'est très intéressant de voir sous quel angle il exprime ce regret. C'est un regret au fond électoraliste, un regret politicien, c'est-à-dire qu'il estime, et c'est vrai, que cette mesure lui a certainement coûté quelques voix, de la popularité, etc. Parce que, comme vous l'avez dit, à court terme, pour certains salariés... Ils ont vu leur salaire baisser. Voilà, tout à fait. Cependant, au même moment, il exprimait publiquement dans la presse tout le mal qu'il pensait de cette mesure sur un plan économique, et il reconnaissait que c'était une mauvaise mesure. Et donc je pense qu'à nouveau, aujourd'hui, si cette mesure
est mise en avant par Emmanuel Macron, c'est pour des raisons purement démagogiques. Alors, on a aussi appris dimanche que le déficit de la France allait passer sous la barre des 3% en 2017. Donc, ça va être pour 2017, ça devrait être 2,9% et pour 2018, 2,7%. Est-ce que ça veut dire que tout va aller mieux? Non, certainement pas. En tout cas, parce que c'est comme ça qu'il le présente, c'est comme ça que le gouvernement le présente. Non, le gouvernement a bénéficié d'une légère amélioration de l'activité. Il faut voir que la France était à la traîne de la reprise économique en Europe, que l'environnement international sur le plan des conditions macroéconomiques était plutôt favorable, avec des taux d'intérêt très faibles, etc. Et il y a cette petite réévaluation de l'activité. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement va maintenant avoir plus de marge de manœuvre pour mener des politiques publiques? Il a des marges de manœuvre à condition, je dirais, de se défaire d'un certain nombre de dogmes et de préceptes qui ont été affirmés tout au long de la campagne. Et donc je doute qu'il le fasse, notamment, je le disais tout à l'heure, quant à l'équilibre budgétaire. Et ça, est-ce qu'on peut le relier aussi à des dogmes? Parce que finalement, cette règle des 3%, c'était une règle européenne qui avait été entérinée à Maastricht en 92. Est-ce que ça veut dire que les politiques austéritaires ont gagné en Europe? Et est-ce qu'on est encore capable, par exemple en France et en Europe plus largement, de proposer des contre-modèles plutôt de dépenses publiques que d'austérité? Est-ce qu'on est encore capable de ça? Alors qu'il puisse exister des forces sociales ou des économistes qui fassent ce genre de propositions, oui, bien sûr. Après, quelle est la probabilité pour que ce soit effectivement mis en œuvre, en tout cas dans le cadre européen actuel, sans modification des règles, aucune. Et une politique européenne économique? Parce que là, on est à 1 an des élections européennes. Est-ce que vous pensez qu'une plus grande intégration économique des États européens, est-ce que c'est souhaitable à ce stade ou pas? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. J'ai vu fleurir un certain nombre de propositions. Il y a eu des tribunes dans la presse, notamment d'économistes allemands, français et autres. Je suis assez méfiant vis-à-vis des propositions qui consistent à faire un pas en avant dans le fédéralisme budgétaire en ajoutant davantage je dirais, de décisions technocratiques sur le plan européen. Parce que les deux questions, celle de la démocratie et celle du fédéralisme, sont intimement liées. Donc la question, c'est quels seraient les contrôles démocratiques dans le cas de ce pas en avant vers davantage d'intégration économique dont vous parliez. Mais ça peut exister quand même. Enfin, potentiellement, oui, on peut imaginer un système dans lequel il y ait plus d'intégration économique et plus de justice sociale et de démocratie. Tout à fait, on peut l'imaginer. Après, la question est, me semble-t-il, de savoir de quel rapport de force. Et qui va la mettre en œuvre, et aujourd'hui, ils ne sont pas sur le devant de la scène politique. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, parce que bon, vous nous avez dit que les 2,7% de déficit, on ne savait pas si c'était très bien ou pas. Les heures supplémentaires désocialisées, c'est pas top. En revanche, l'INSEE a annoncé la création en net de 268 800 postes salariés, soit 1,1% de plus de postes en plus. Ça, c'est positif, quand même. Le fait qu'il y ait des créations d'emplois, en soi, oui, c'est bien. Mais et quelle analyse on peut en faire? La question, c'est de savoir dans quelles conditions, est-ce que c'est durable, quel type d'emploi. Avec les économistes de mon collectif, dans notre dernier ouvrage, on a plaidé pour un plein emploi de qualité, et on explique en détail ce que cela signifie. Or, il me semble que si on regarde isolément les différentes mesures prises et puis celles annoncées pour les années à venir par Emmanuel Macron, on peut voir dans chacune d'elles une espèce de prolongement de ce qu'ont fait Nicolas Sarkozy et François Hollande dans bien des domaines, sachant qu'on va supprimer davantage de fonctionnaires. Bon, une différence simplement quantitative dans bien des domaines. En revanche, quand on regarde le tableau d'ensemble, c'est-à-dire quand on additionne ces mesures, la différence n'est plus seulement quantitative. Il ne s'agit pas de faire simplement plus d'austérité que ses prédécesseurs. Il s'agit, il me semble, pour Emmanuel Macron,
via sa politique économique, de proposer un véritable projet de société. Et ça me semble extrêmement inquiétant quand on regarde les contours de ce projet de société. Et justement, pour revenir à votre question, en termes d'emploi, de quel emploi s'agit-il? Il assume parfaitement le dualisme du marché du travail aujourd'hui. Et si vous lisez par exemple l'interview qu'il avait donnée en 2016 à la revue Risque, Emmanuel Macron explique qu'il faut assumer la déqualification d'une partie des classes moyennes qui va devoir occuper des emplois, je dirais, probablement moins rémunérés et de toute façon moins qualifiés et plus précaires que par le passé. Et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le contre-modèle à proposer à Emmanuel Macron en termes de la place du travail dans la société. Alors justement, si je vous nommais ministre de l'économie et des finances et que vous aviez carte blanche dans mon gouvernement pour appliquer la politique que vous voulez, par quoi est-ce que vous commenceriez? Justement, c'est pour proposer, c'est pour mettre en place le contre-modèle dont vous parlez. Oui, alors je pense qu'il faudrait remettre en cause immédiatement un certain nombre de réformes récentes qui ont fait sauter des protections dont une partie de la population a cruellement besoin. Je pense notamment au Code du travail, c'est ce qui a été fait dans la loi dite El Khomri et via les ordonnances Macron. Et puis, je dirais en termes plus positifs, je pense qu'il faut vraiment un grand plan de rénovation des services publics qui ne se fasse pas comme ça a été fait par le passé, via une politique d'austérité budgétaire, mais au contraire par une réflexion sur les moyens dont on a besoin aujourd'hui pour assurer éducation, santé, etc., à l'ensemble de la population. Et cela passe nécessairement par des moyens supplémentaires, même si ce n'est pas le seul point. Il ne faut pas que la question de l'embauche ou de la titularisation des nombreux précaires qui travaillent dans ce secteur soit un obstacle au maintien d'un certain modèle social qui me semble important de défendre aujourd'hui. Alors j'ai une dernière question qui nous a été transmise par Gérard Miller que nous recevions hier. Gérard Miller, c'est le psychanalyste, l'écrivain et le cofondateur et le membre du comité de pilotage de Le Média. Il avait une question pour vous et c'était pourquoi est-ce que les économistes comme vous, notamment il parlait des membres des économistes atterrés mais plus globalement des économistes de gauche, pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas plus dans les médias? Alors on nous voit un tout petit peu plus depuis la crise parce qu'il faut quand même rappeler que nous vivons toujours dans les conséquences de la crise de 2008 et que celle-ci a été, je dirais, le point aveugle de la pensée dominante, qu'elle signe la faillite de la pensée économique orthodoxe. Et par conséquent, on nous voit depuis lors un petit peu plus dans les médias, ce qui est, je pense, une bonne chose pour le débat, faire vivre le pluralisme et pouvoir confronter différents points de vue. Néanmoins, c'est vrai que c'est encore très limité. Alors il y a des raisons idéologiques à ça. Il y a évidemment des structures financières liées aux médias. Il y a surtout, je pense, le poids, davantage que des raisons purement financières, le poids de l'idéologie, c'est-à-dire de mode de pensée, le fait que certaines évidences ne sont jamais remises en cause, etc., etc. Et puis ensuite, mais ça nous emmènerait certainement un peu loin, on pourrait expliquer comment le système médiatique concourt à la reproduction d'un mode de pensée et la légitimation de certaines idées. Merci beaucoup Philippe Léger. Demain, Pierre Jacquemin recevra Marie-Georges Buffet, députée communiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez une question pour elle? Alors, jeudi a lieu donc la manifestation des retraités et des salariés des EHPAD. Les retraités ont été touchés par une augmentation de la CSG depuis le mois de janvier. Par ailleurs, cette hausse de la CSG n'a pas, contrairement à ce que prétendent les membres du gouvernement, touché uniquement les retraités les plus aisés. Touche aussi des retraités modestes, et même très modestes lorsque ce sont des célibataires ou des veuves, des veuves. Donc ma question pour Marie-Georges Buffet,
est-ce qu'elle pense que la mobilisation des retraités contre cette injustice fiscale va être importante jeudi? Eh bien, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup. Merci.